Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes sur HTV, bienvenue à cet autre numéro de l'invité. Tentons une gageure si vous le voulez bien. Omettons juste le temps de cette soirée, l'aura et la réputation de l'invité que nous recevons aujourd'hui. Tentons également de mettre de côté son parcours atypique de journaliste, cette profession qu'il exerce depuis bientôt 34 ans, mais aussi et surtout celle d'enseignant de journalisme. Intéressons-nous plutôt à l'actualité majeure autour de laquelle il se trouve depuis quelque temps déjà, avec son limogeage du groupe L'Anecdote, média dans lequel il exerçait en tant que directeur de la rédaction. Vous l'aurez sans doute deviné, notre invité du jour s'appelle Xavier Messé Atiati. Il a bien accepté d'être notre invité de ce jour. Xavier Messé, bonsoir. Bonsoir Cédric Django. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de m'avoir invité aussi. Vous avez publié le 28 avril dernier un texte sur votre page Facebook, texte dans lequel vous critiquez ouvertement une décision de justice qui ne vous a pas été favorable. Pourquoi ? Oui, vous savez, lorsque on va en justice, c'est comme quand on joue un match de football, on veut gagner. Mais moi, je n'ai pas gagné, j'ai perdu. Et comme dans le match de football, il y a l'arbitrage, il y a l'environnement, il y a le jeu de l'adversaire. Et si on déporte ça dans l'environnement de justice, il y a tout cela. Il y a les personnes mises en cause, il y a l'environnement judiciaire, mais il y a surtout et surtout les juges. Alors j'ai vécu cet environnement pendant 10 ans, enfin pendant 10 mois exactement, parce que, vous l'avez dit dans votre introduction, lorsque je suis parti de la manière qu'on connaît, qu'on imagine, je vais dire de la manière la plus cavalière de ce groupe, c'était exactement le 4 avril 2018, je me suis senti quelque peu désabusé. Et je m'en suis remis comme un homme normal, comme un homme qui croit aux vertus de la justice, qui croit aux vertus de la morale, qui croit à certaines règles de choses. Je m'en suis remis aux instances de notre pays qui sont par ailleurs la justice. Je me suis dit que la justice me dise si ce départ et ceux qui en suivaient, je n'ai pas demandé pourquoi je suis parti, parce que non, c'était pas là l'objet de ma démarche. Je me suis demandé de quelle manière je suis parti. Parce qu'en fait, lorsqu'on rentre quelque part dans une entreprise, il faudra un jour en sortir. Alors, votre plainte portait donc plus sur la façon par laquelle vous avez été limogé. J'avais estimé qu'on annonce en mondovision le limogeage d'un responsable haut niveau, qu'on annonce en mondovision, ça on peut le faire, mais suivi d'un commentaire, c'est-à-dire selon lequel il n'a pas accompli les missions pour lesquelles il était recruté. J'avais estimé que c'était un peu gros. Et donc j'avais mis de côté, c'est-à-dire tout ce qui était le contenu, n'est-ce pas, contractuel de mon arrivée dans ce groupe. J'avais mis également de côté le travail abattu en termes de résultats. Et puis j'ai dit non, c'est pas normal. C'est pas normal. On peut se débarrasser d'un cadre dans une entreprise, mais non, on n'a pas besoin d'en faire une publicité négative. Bon, j'avais cru à la justice. J'avais cru à chaque fois que j'étais convoqué, chaque fois qu'on avait annoncé une audience, malheureusement, je me retrouvais toujours seul. C'est-à-dire les personnes que j'avais accusées, c'est-à-dire le directeur de publication de cet organe de presse, et le journaliste présentateur, c'est-à-dire l'auteur de l'article. Alors justement, j'allais vous poser la question. Pourquoi la plainte contre ces deux personnes ? Pourquoi ne pas accuser directement le groupe ? Lorsque vous relisez la loi sur la communication sociale de 19 décembre 1990 au Cameroun, il y a deux responsables chaque fois qu'un article est incriminé. Le premier responsable, c'est le directeur de publication, parce qu'il endosse la responsabilité morale et pénale. Ensuite, le deuxième inculpé, le deuxième concerné, c'est l'auteur de l'article.
Parce que l'auteur de l'article avait-il respecté les canons? Avait-il respecté les règles du droit? Avait-il respecté tout ce que l'arsenal judiciaire en termes de droit de la presse recommande? Alors donc, les deux sont interpellés et sont collégialement, je vais dire, collégialement condamnables. Donc, moi, j'avais estimé qu'en application de l'article 305 du Code pénal en matière de presse, de délit de presse, j'avais estimé que j'avais été diffamé. Et en tant que partie civile, il fallait que j'interpelle à la fois le directeur de publication de ce groupe et ensuite la personne qui avait rédigé l'article. Vous savez, il avait lu l'article, donc les deux étaient conjointement concernés. Alors, la décision de justice qui a été rendue ne vous a pas été favorable. Vous avez été jusqu'à remettre en cause l'appareil judiciaire camerounais dans sa globalité. Je vais vous citer, on permet à la réalisation de mettre également le texte. Vous dites quelque part au Cameroun, on s'en remet à la justice pour la forme, on s'en remet à la justice pour déranger la conscience des juges, on s'en remet à la justice pour alimenter les pages de l'histoire. Alors, c'est ce que vous dites à présent. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que vous êtes un mauvais perdant? Puisque si le verdict vous avait été rendu favorable, je suppose que vous ne tiendrez pas les mêmes propos. C'est vrai, c'est vrai. Ailleurs, on dirait que je suis un mauvais perdant. Mais si nous avons été au terme, n'est-ce pas, de cette plainte, c'est-à-dire avec un débat contradictoire, avec des personnes concernées qui se soient présentées avec leurs arguments et leurs preuves, moi avec mes arguments et mes preuves, n'est-ce pas, si je perdais en ce moment-là et que je revendiquais, n'est-ce pas, une victoire, on aurait pu dire que je suis un mauvais perdant. Il n'y a pas eu de débat. Nous ne sommes jamais entrés dans les débats pendant 10 mois. Quel a été l'argument du rejet de votre, L'argument du rejet de ma citation directe, c'est que je n'ai pas inscrit dans ma citation directe le nom de ma mère et le nom de mon père. C'est tout. J'étais devant le juge. Il aurait pu demander, n'est-ce pas, que j'apporte ma carte d'identité qui était sur moi à chaque fois que je me présentais. Qu'on complète ma citation, si on estimait un seul instant que le nom de ma mère et le nom de mon père avaient un apport essentiel et déterminant, n'est-ce pas, sur ma citation, on l'aurait identifié, le juge était là. Alors vous estimez que le motif est fallacieux? Le motif est extrêmement fallacieux, parce que après 10 mois de présence régulière au tribunal, j'étais toujours seul. Les accusés ne se sont jamais présentés. Les accusés avaient prétendu qu'on pouvait les juger à leur absence. Ils s'en foutaient. Les accusés qu'on a tenté d'identifier, vous savez, le dernier, on a réussi à identifier le directeur de publication, c'est Amogo Bedinga, en utilisant de nombreuses plaintes dont il est l'objet à la justice. Mais vous savez, on a identifié Jean-Jacques Zé. Il a fallu que le commandant de brigade aille l'arrêter, l'aille l'interpeller, n'est-ce pas, pour l'amener, pour l'identifier à la gendarmerie des Foulanes, parce qu'il ne voulait pas se présenter. On a été l'interpeller de force pour l'amener à la gendarmerie des Foulanes pour l'identifier. Vous voyez, je dis bien de force, parce que le procureur a demandé qu'on l'amène, pas seulement l'identifier, mais qu'on l'amène de gré ou de force, on l'a amené. C'est-à-dire on aurait pu le mettre en cellule. Bien sûr. Vous voyez, lorsqu'on arrive donc dans ces conditions et que la partie civile, le plaignant se présente toujours seul. Il est toujours seul pendant 10 mois. Il est 2 fois par mois, il est toujours seul. Et que les accusés refusent, ne daignent même pas respecter la justice de leur pays pour venir tout au moins. Venir se présenter et apporter des arguments. Tout ce qu'on a demandé aux accusés. Mais vous dites que ce monsieur n'a pas accompli ses missions. Apportez les preuves. Ils n'ont jamais rien. La justice leur a donné 5 jours, ils n'ont jamais rien apporté. On m'a demandé à moi d'apporter les preuves que je fais. On m'a donné 3 jours et j'ai apporté. Mais les gens qui ne se présentent pas une seule fois et que du jour au lendemain, le juge vous dit, monsieur, votre plainte est annulée tout simplement parce que le nom de votre mère, le nom de votre père ne sont pas inscrits. Mais vous voyez, on a envie soit de rigoler,
soit de pleurer. Mais je pense qu'il faut tout simplement se taire. Après cette expérience, est-ce que vous faites encore confiance à la justice camerounaise? Moi, je vais dire que dans l'environnement actuel... Le texte que vous publiez, c'est la justice. Je l'ai dit en 3 temps. Et c'est juste. J'ai dit, on va toujours aller à la justice pour la forme. Parce qu'il y a une justice, il faut y aller. Bien sûr. J'ai dit, on va à la justice parce qu'il faut, à chaque instant, lorsqu'on a des arguments, il faut confondre les juges. Il faut les confondre. Il faut les renvoyer à leur conscience. Oui. Il faut les renvoyer à leur conscience. Parce qu'il faut que les juges se demandent s'ils ont rendu justice dans les règles et avec la morale et avec la conscience. Il faut toujours les bousculer. Et puis en troisième moment, je dis, chaque fois, vous savez, je vais vous raconter une histoire que vous connaissez peut-être mieux que moi, l'affaire Dreyfus. Vous savez, qui s'est passé au début du 19e siècle en France. Lorsque le commandant Picard, sous la dictée, il dicte au capitaine Dreyfus un texte qui n'était pas du capitaine Dreyfus, polytechnicien, mais qui était du commandant Picard. Ils ont fabriqué un faux. On a dit écrivez, et puis on a dit je vous arrête. Cette histoire-là, l'affaire Dreyfus a traversé le siècle. Et vous savez ce qui s'est passé? Oui. À la fin, Dreyfus, le pauvre Dreyfus, a été réhabilité. Il a été condamné. Il a été envoyé au bagne à Cayenne. Il a été réhabilité. Le président Chirac, en 1996, l'a réhabilité. Je veux dire que chaque fois que les gens ont le sentiment que les actes qu'ils posent aujourd'hui n'ont aucune valeur, aucune importance dans l'histoire, ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que ces gens-là se fichent du nom qu'ils portent. S'ils se fichent du nom qu'ils portent aujourd'hui, il faut qu'ils pensent quand même qu'ils ont une progéniture. Lorsqu'un juge, à chaque fois, prononce de la manière la plus fantaisiste un jugement, il rend un jugement de la manière la plus fantaisiste. C'est pour cela que la troisième raison que j'ai évoquée, nous allons en justice, au Cameroun tout au moins, pour alimenter les pages de l'histoire. Parce que si vous êtes conscient, et c'est dit Django, si vous êtes conscient de vous-même, de votre nom que votre père vous a donné, de votre progéniture, respectez ce nom. Parce que c'est l'héritage le plus important que vous laissez à vos enfants. Alors lorsque vous estimez que vous êtes un épicurien, vous vivez du jour au lendemain, vous avez la fortune, vous n'avez rien à foutre avec l'histoire, mais vous êtes tout simplement ce que je pourrais appeler, permettez-moi, un pauvre type. Voilà. Alors, revenons sur le fond de votre limogeage du groupe L'Anecdote. Le texte que vous avez publié sur votre page Facebook a fait le tour des réseaux sociaux, appelant à la réaction d'un des responsables de cette structure que je ne vais pas nommer, en tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors ce dernier fait savoir dans son post, lui également, il a réagi à travers ce même canal, il fait savoir qu'on vous a offert des conditions de roitelet lorsque vous êtes arrivé au groupe L'Anecdote avec un salaire assez mirobolant. Vous aviez une voiture de service qui a coûté plus de 15 millions de francs CFA. Vous avez perçu des avances de salaire et malgré cela, vous étiez régulièrement absent à votre poste. Est-ce que vous vous reconnaissez tout au moins dans cette peinture? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un tissu de mensonges. C'est un tissu de calomnie. Je reconnais une chose. On a acheté au directeur des rédactions que j'étais, on lui a acheté une voiture. Je ne sais pas le prix, je ne connais pas le prix. Ça m'est égal. On lui a acheté une voiture. On parle de 16 millions. Ça m'est égal, même si c'était 1 milliard, ça m'est égal. Je n'ai pas demandé de voiture. Ça m'est égal. Parce que lorsque je suis recruté au groupe L'Anecdote, je n'ai pas demandé qu'on m'achète de voiture. J'avais constaté en arrivant là-bas que tous les responsables qui étaient en dessous de mon niveau avaient des véhicules. Je n'ai jamais demandé qu'on m'achète un véhicule. Alors, si on m'a acheté un véhicule de travail, c'est-à-dire pour ma mobilité, cela ne devrait pas être un objet particulier parce qu'en fait, quand j'y venais, je ne venais pas à pied. J'avais dans mon parking 3 voitures. Oui. Et la voiture qu'on m'a achetée pour travailler, elle est restée là dans le parking de groupe Anecdote pendant 2 mois. Je n'y touchais pas. Alors, sur votre irrégularité... Je ne venais pas à pied. Je venais dans l'une de mes 3 voitures. Bon, je venais, je prenais celle-ci, ça qui me plaisait. Et après, bon, on m'a dit, mais monsieur, prenez quand même votre voiture. Et je l'ai prise. Donc,
On ne peut pas citer cela parce que je n'ai jamais intégré le véhicule dans les conditions de recrutement. Ce que j'ai mis dans mon contrat, c'était les conditions de travail. Oui. Ce que je devais fournir, ce que je devais faire, ce qu'on devait attendre de moi. C'est ce que le véhicule, qu'on mette ça dans n'est-ce pas, dans les conditions, c'est des futilités. Alors, mais je vais dire ceci, oui. En dehors de ces véhicules, je vais dire encore une fois de plus, j'en avais pas besoin parce que je ne venais pas piéger les véhicules dans mon parking personnel. Donc, en dehors de ces véhicules, tout le reste, que ce soit le salaire, que ce soit, c'est d'un tissu de mensonges. Tout est faux et faux. Votre salaire n'était pas de 750 000 francs? Non, il n'était pas de 750 000, je suis désolé. Vous n'aviez pas pris 6 mois d'avance de salaire? Non, jamais du tout. Jamais du tout. Jamais du tout. Jamais. Et vous savez, lorsque vous avez ce genre d'argument, venez avec ça à la barre. Venez avec des salaires de tous ces arguments à la barre. Mais vous ne pouvez pas fuir la barre pendant 10 mois pour enfin, au moment où le verdict est prononcé, vous allez dévoiler tout cela dans les médias sociaux. Alors, le cadre le plus indiqué, c'est de venir confondre la personne qui a porté plainte devant la barre. Ces gens-là ne se sont jamais présentés. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, si vous permettez, c'est que très rapidement, je ne peux pas comprendre que pendant 10 mois que cette affaire était pendante devant les tribunaux, aucune personne de ce groupe ne se soit présentée, ni avec les arguments, et encore moins physiquement. Mais que, du coup, subitement, lorsque je critique une décision de justice, ce qui est de mon droit, j'ai critiqué une décision de justice, comme vous pouvez dire que cet arbitre-là a mal arbitré ce match. J'ai critiqué une décision de justice. Le juge ne s'est pas plaint, tout au moins jusqu'à cette heure-ci. La justice ne s'est pas plainte, tout au moins jusqu'à cette heure-ci. Mais c'est des personnes qui avaient brillé par leur absence, qui avaient dit qu'on pouvait les juger sans leur présence, qui se répandent dans les réseaux sociaux pour m'insulter, pour me calomnier, pour me diffamer, alors qu'on les attendait avec leurs arguments à la barre. Mais alors, je me suis posé la question, vous savez, j'ai lu ça avec beaucoup de peine, parce que le signataire de cet article, de ce pamphlet, c'est quelqu'un, un jeune garçon, Ernest Obama, que je porte dans mon cœur, et je suis sûr qu'il en est de même de son côté. Alors, mais je suis persuadé. Il aurait écrit le texte contre son gré, c'est ce que... Non, il n'a pas écrit le texte, disons que il a dicté la copie. Il a dicté que le commandant Picard avait ordonné au capitaine Dreyfus, n'est-ce pas, de faire. Je suis persuadé que Ernest Obama a subi de la même manière cette dictée. Oui. Alors, le même que vous venez de citer dit également dans son texte, c'est un autre aspect, que votre passage, les 12 mois, les 10 mois, tout au moins ce que vous passiez au sein du groupe L'Anecdote, a été un gros flop. Vous aurez donc tiré le journal vers le bas, dit-il, Xavier Messé, de vous à moi. Je parle au journaliste chevronné que vous êtes. J'interpelle également votre conscience. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vous avez accompli durant ces 12 mois, durant votre passage à ce groupe-là, est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait votre travail durant ce passage-là? C'est-à-dire que vous êtes un lecteur, vous êtes un journaliste. Je voudrais vous demander, je voudrais vous inviter à prendre l'anecdote d'avant mon arrivée, de prendre l'anecdote d'aujourd'hui. Et je vais vous dire, en termes de qualité esthétique et technique, je ne parle pas du contenu. J'ai fait de ce journal l'un des meilleurs du continent. L'un des meilleurs du continent. Ce n'est pas moi qui mets le contenu. Mais la mise en page, la rubrication, l'iconographie, j'en ai fait un des meilleurs. Alors, le contenu, s'il est imposé par les patrons du groupe, je n'en suis pas responsable. Mais je vais dire également, lorsque j'arrive au groupe,
les rédacteurs d'une de ces rédactions, notamment de l'anecdote, ne savaient pas écrire un article dans les règles de l'art. Une attaque, un corps et une chute, pour ne prendre que ça. Vous êtes arrivé avec la posture d'enseignant aussi. Je suis arrivé non seulement avec la posture d'enseignant, mais je suis arrivé avec la posture d'expérience que j'avais. J'ai pris ces jeunes gens et jeunes filles, je les ai amenés dans des séminaires. Je les ai fait former et j'ai jaugé leur niveau. Quand je suis arrivé là-bas, aucun rédacteur ne pouvait vous mettre un titre dans un article. Aucun. Mais Xavier Messier, comment Alors, vous dites? donc, je voudrais que l'anecdote avant votre arrivée, c'était un journal. Je veux dire qu'il y avait quand même une relative autorité. Lorsque vous sortez dans la rue, vous achetez des journaux. Oui. Vous achetez des journaux, vous achetez n'importe quoi. Mais est-ce que ce sont des journaux dans les règles de l'art? Je dis non. Pas tous. Pas tous. Vous compilez des textes dans du papier. Vous collez des photos. Est-ce que c'est ça un journal? Je dis non. Un journal a des normes. Donc, l'anecdote avant vous, c'était une compilation. C'était une compilation des textes, de photos et de caractères. Ce n'était pas un journal. Aujourd'hui, et je vais vous dire, je vous pose une question, ou alors je pose une question à mes détracteurs. S'ils estiment que le journal que j'ai fabriqué est un flop, mais pourquoi ils ne changent pas ils ont gardé la qualité graphique? Oui. Ils sont contents de la garder. Ils sont contents de l'exhiber. Ils sont contents du contenu en termes de segmentation. Ils en sont contents, ils en sont même fiers. Mais avant mon arrivée là-bas, est-ce que l'anecdote était citée dans les revues de presse? Non. J'ai porté l'anecdote dans les médias internationaux. C'est quand j'étais là que RFI, BBC, Deutsche Welle citaient l'anecdote. Depuis que j'en suis parti, est-ce qu'on ne cite encore? Rien. On ne les cite plus parce que ça n'a plus de référence. Je vais dire que c'est depuis mon arrivée, lorsque j'ai mis le nouvel anecdote sur le marché, que les médias internationaux s'en étaient inspirés. On a commencé à le citer. Alors, le TV5, TV Monde, RFI, BBC, Deutsche Welle, Okapi ont intégré l'anecdote dans leur revue de presse. Dans leur revue de presse. Depuis que j'en suis parti. Qu'ils vous disent si on les a cités encore une seule fois. Rien. Alors, en une minute, quel est le regard que vous jetez sur ce journal aujourd'hui? Je suppose que vous... J'en suis très fier. Oui. J'en suis fier parce que j'ai rencontré là-bas des jeunes gens, des jeunes filles, dont la plupart furent mes étudiants, n'est-ce pas, que j'ai retrouvés. Et j'ai vu des jeunes gens, des jeunes filles qui étaient contents, n'est-ce pas, que je les retrouve là. Et ils étaient contents, ils travaillaient pour me faire plaisir, pour leur dire, voici ce que vous nous avez enseigné. Nous sommes en mesure de l'appliquer. Et puis, j'ai vu comment ils étaient enthousiastes, n'est-ce pas, de travailler avec leurs enseignants. Et je vois certains, le jour de mon départ, prenaient le couloir, d'autres pleuraient. Certains venaient poser leur tête sur mon épaule, ils pleuraient. Et certains me sont encore redevables. Ils m'appellent, beaucoup m'appellent, pas seulement de la rédaction d'anecdotes, même de Vision 4. Il y en a qui m'appellent, il y en a qui viennent me voir discrètement parce qu'ils ont peur de la foudre. Mais je vais dire que je suis content parce que mon passage au groupe, c'est une expérience. Ce sont des expériences de la vie professionnelle. Mais je te dis, ce passage-là n'a rien à voir avec la mentalité des gens. Alors pour sortir définitivement de cet épisode, puisque la justice ne vous a pas été favorable, que comptez-vous faire à présent? Faire appel ou demander pardon à votre ancien patron, comme il vous a été suggéré dans le texte dont on parlait? C'est une grossièreté. Demander pardon pour quelle faute? Non. C'est à lui de me présenter ses excuses. Vous attendez? Non. Les excuses? C'est à lui de me présenter ses excuses. Mais je sais qu'il ne le fera jamais. Parce que vous savez, les valeurs, chacun de nous dans la vie a un référentiel de valeurs. Il y en a qui ont pour référentiel de valeurs l'argent. Il y en a qui ont pour référentiel de valeur la force. Moi, je ne suis pas de cela. Mon référentiel, c'est le mental, c'est la morale.
c'est l'éducation, c'est la culture. Que comptez-vous faire après? Je n'ai rien à voir. Pour moi, l'argent n'est pas mon référentiel. Si mon ancien PDG avait pour référentiel la morale, il m'appellerait pour me présenter ses excuses. Alors, à présent, Mais il ne le fera jamais parce que je ne suis pas dans son référentiel. Vous comprenez? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur morale de quelqu'un. C'est la valeur intellectuelle, c'est la valeur on l'a compris, culturelle de quelqu'un. On l'a compris, mais je voudrais qu'on avance. Oui. À présent, est-ce que vous allez faire appel ou alors mais vous savez, c'est terminé là, puisque si je rappelle aussi que vous avez une amende. Si ça ne dépendait que de verser. moi, si ça dépendait que de moi, je ne ferais jamais appel. Pourquoi? Parce que la même justice qui va me juger en appel, qui va comment dire, qui va plancher sur ma plainte en appel, c'est la même justice que j'ai eue en première instance. C'est la même justice que j'aurai à la Cour suprême. Vous comprenez? Ça ne sert à rien. Une justice aux ordres. Ça ne sert à rien. Aux ordres, ou bien elle est marchande, ou j'en sais rien. Si j'étais sûr que j'aurais une justice à ce second niveau, n'est-ce pas, une justice... vous savez, les hommes qui constituent la justice au Cameroun, c'est des gens extrêmement compétents. C'est des gens chevronnés, c'est-à-dire qui connaissent leur travail. Mais ils vivent dans un environnement où ils sont conditionnés. Oui. Mais je peux vous assurer, pour répondre à votre question, je n'ai pas envie de faire appel. Tout simplement parce que c'est la même justice que je veux rencontrer en appel. Oui. C'est la même justice que je veux rencontrer à la Cour suprême en cassation, c'est la même. Mais c'est pas moi qui décide, je consulte mes avocats. Je les consulte parce que ce sont des gens qui ont travaillé. Ils ont abattu, c'est des gens intègres et compétents qui ont abattu un travail remarquable. Alors, je m'en remets à eux. On va terminer parce qu'il ne nous reste plus que 5 minutes. Après votre limogeage du groupe L'Anecdote, vous n'avez pas beaucoup chômé. Vous avez été recruté. On a fait appel à vos services au niveau d'une jeune chaîne de télévision, Humanitarian TV. Dites-nous pourquoi vous êtes engagé dans ce projet projet si jeune. Permettez-moi de citer une personnalité très importante du Cameroun, le professeur Conchou, qui avait dit qu'un bon joueur ne manque pas d'équipe. Je n'étais pas demandeur ni à Mutation, au groupe South Media Corporation, ni au groupe Anecdote, et encore moins à HTV que je ne connaissais pas. Donc, j'estime être un bon joueur. Un bon joueur, on en a toujours besoin. Et je vais dire que lorsque je quitte Mutation, c'était pour mettre mes projets personnels en marche. La manière dont Amogo Bellinga m'a approché, la manière dont on a discuté pendant 2 mois, il m'a convaincu. Alors, si je comprends bien, suis parti. Avant votre départ, je suis parti donc de la manière que vous connaissez là-bas. Et j'ai été contacté par les promoteurs de HTV. J'ai vu en eux des gens d'abord humbles, des gens intelligents, des gens ambitieux, et qui m'ont dit, viens nous aider à mettre ce projet en marche. Après avoir échangé avec ce genre-là, j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Nous sommes donc depuis à peu près un peu plus d'1 an. Un an, ça fait 1 an exactement. Nous sommes en train de mettre sur pied un groupe média qui ne comportera pas seulement que la télévision qui est en train de monter en puissance. Elle va monter, HTV va monter davantage en puissance. Nous sommes en train de travailler pour ça. Elle va monter en puissance. Elle va devenir une télévision de référence en Afrique. Mais nous allons mettre également dans ce cadre-là un organe de presse qui, j'estime, sera l'un des meilleurs. Et ça, je m'engage à le dire et je le répète. Il sera l'un des meilleurs, non seulement au Cameroun, mais en Afrique. J'y mettrai tout ce que j'ai dans ma tête. Alors, comme connaissance et comme relation. Ensuite, pour terminer, nous avons estimé que on a besoin d'un centre de recyclage et de perfectionnement dans les métiers de la communication. On en a besoin. C'est le 3e volet, n'est-ce pas, de nos ambitions. Et je crois qu'il n'y a rien qui nous empêche, il n'y a rien qui nous freinera. Nous avons pour priorité
de faire en sorte que HTV d'abord soit le fleuron, n'est-ce pas, de la télévision au Cameroun et pourquoi pas en Afrique. Oui, alors justement, je rappelle que vous êtes directeur exécutif. Comment comptez-vous y prendre pour hisser HTV sur le panthéon des médias nationaux et même internationaux dans un contexte marqué quand même par la montée d'une concurrence? Le directeur exécutif d'une chaîne de télévision comme HTV est un meneur d'hommes et il travaille avec des équipes. J'ai la chance d'avoir des techniciens de haut niveau. J'ai la chance d'avoir des réalisateurs de haut niveau, des jeunes comme vous, à qui on a fait appel. Vous savez, dans aucune chaîne de télévision, on a trouvé au mètre carré autant de jeunes. C'est-à-dire que nous pensons que nous pouvons appeler ces jeunes-là pour, n'est-ce pas, mettre en exergue leurs compétences, leur puissance, leur capacité d'imagination. Et ça, on le fait. Et en arrière, n'est-ce pas, en arrière, nous avons des techniciens, nous avons à la direction technique, à la direction de production, nous avons des cadres les plus performants, n'est-ce pas, qu'on peut trouver au Cameroun. Et avec cette équipe, le directeur exécutif n'est rien. Le directeur exécutif, c'est quelqu'un qui conduit une équipe. Oui. Et je suis tellement content, je suis tellement fier parce que je sais que en arrière, nous avons toute la batterie technique qu'il faut et la conception, l'imagination, ça ne c'est pas ce qui nous fait défaut. Et je crois que d'ici quelques temps, lorsque nous allons réaliser les étapes, on va franchir les étapes que nous nous sommes imposées. Oui. Désormais, il faudra compter avec HTV dans le paysage médiatique africain. Désormais, il faudra compter avec HTV dans le paysage médiatique africain. On n'en dira pas plus. Xavier Messé, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir. Vous savez, la primeur, je ne pouvais la réserver qu'à HTV parce que je me suis imposé une discipline. Je suis respectueux des institutions. Je suis respectueux des hommes qui dirigent ces institutions. Depuis que je suis parti du groupe Anecdote et que j'avais déposé une plainte, je me suis dit, tant que la justice ne se prononce pas de manière définitive, je n'en parlerai pas. Et je suis resté tranquille, fidèle à cette discipline. Lorsque la justice s'est prononcée, j'ai sorti un éditorial sur ma page Facebook. Oui. Et la première fois que je parle de manière publique en dehors de ma page Facebook, c'est grâce à votre invitation. Oui. Et je vous remercie énormément pour cette occasion que vous me donnez, n'est-ce pas, de me prononcer publiquement depuis cette affaire. Et je pense que l'occasion a été, là vous m'avez donné l'occasion pour que le public, les auditeurs, les téléspectateurs de HTV comprennent enfin la réalité, la vérité de tout ce qui s'est passé. Le reste, en dehors de ce que j'ai dit, ce ne sont que des balivernes. Merci à vous en tout cas. Mesdames et messieurs, on n'en dira pas plus. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est ici que s'achève cette autre édition de votre émission L'invité. On se retrouve très prochainement avec un tout nouveau client. Entre-temps, passez une bonne soirée et surtout restez en compagnie des programmes de HTV.